le cadeau troublant de Carl Jung, pour décoller les couches trompeuses de l'existence humaine, le marquait comme une figure insignifiante de la psychologie moderne. Pour Jung, la plomberie des profondeurs de la psyché humaine n'était pas simplement un exercice académique. C'était une descente dans le sens ombragé d'une vie, vivait avec un sens fragile du but et de la vérité. Une idée austère et presque sinistre était au cœur de sa philosophie. La source de la force motrice d'une personne ne pouvait que bouillonner à partir de l'un des deux endroits maudits, le soi ou le monde au-delà. Cette sombre dichotomie a tordu la perception de Jung du comportement humain et est devenue un mantra obsédant dans son travail sur l'auto-excavation et l'individuation. Dans ces fameux mots, qui regardent en dehors des rêves, qui regardent à l'intérieur des réveils, à capturer l'essence de ce concept, regarder vers l'extérieur, c'est chasser la satisfaction éphémère dans le monde extérieur, dans des victoires creuses, des biens sans âme, des relations perfides ou l'éloge vide de la société. Bien que ces boules puissent offrir des moments de répit éphémères, ils sont finalement peu profonds et éphémères. Une vie enchaînée à l'extérieur est intrinsèquement instable, une maison construite sur du sable, vulnérable aux caprices des forces au-delà de notre portée. Lorsque le monde extérieur se déplace inévitablement, la fondation se fissure et s'effondre. En tournant vers l'intérieur, cependant, offre un chemin différent, peut-être encore plus terrifiant. Il exige un détournement de la cacophonie du monde extérieur et une confrontation avec les vérités souvent aggravées qui se cachent à l'intérieur. Mais ce faisant, nous nous éveillons à une compréhension plus profonde et plus inquiétante de qui nous sommes vraiment et de ce qui nous hante vraiment. Le voyage vers l'intérieur nous permet de dénicher notre moi authentique, pour le meilleur ou pour le pire, et d'aligner notre vie avec notre but unique et peut-être terrible. Neale Donald Walsch, dans ses conversations avec Dieu, a fait écho à un sentiment similaire et troublant. Si vous n'allez pas à l'intérieur, vous en avez mieux. Jung et Walsh chuchotent d'une terrible vérité: les réponses que vous recherchez désespérément ne seront jamais trouvées dans le monde extérieur trompeur. Ils s'en venir à l'intérieur, attendant de vous consommer. Vivre authentiquement ne consiste pas à suivre aveuglément un chemin prescrit. L'authenticité est un labyrinthe personnel tordu, unique à chaque âme. Pour certains, cela pourrait signifier se remettre à une envie créative destructrice. Pour d'autres, cela pourrait impliquer de forger des relations profondes agonisantes ou de promettre allégeance à une cause condamnée. L'horreur de l'authenticité réside dans le fait qu'elle ne peut être définie, seulement expérimentée, isolée. C'est une descente dans l'expression de soi et une acceptation terrifiante de ce que vous trouvez. Même la nature offre une sinistre réflexion. Un bonsaï, par exemple, n'ose pas se comparer aux chênes imposants. Et il n'aspire pas bêtement à être quelque chose qu'il ne peut pas. Il se glisse et prospère simplement en tant que bonsaï, remplissant son objectif sombre. La nature n'a pas envie de l'approbation ou de la validation. Il existe tel qu'il est, pleinement présent et fidèle à son essence désolée. Payne d'ailleurs a sombrement encapsulé cette idée lorsqu'il a averti: vous n'avez pas besoin d'être meilleur que quiconque. Il vous suffit d'être meilleur qu'avant. Cette sagesse tordue nous rappelle que l'authenticité ne concerne pas la concurrence ou la comparaison. Il s'agit d'une croissance lente et angoissante, dont la version la plus vraie et la plus corrompue de vous-même, sans mesurer votre valeur contre la vie éphémère des autres. Jung pensait que le chemin de l'authenticité commence par l'exploration terrifiante de l'inconscient. Une partie importante de ce qui entrave notre capacité à vivre authentiquement réside dans notre subconscient, ayant un impact sur nos pensées et nos comportements sans notre connaissance consciente. Comme le dit le proverbe: jusqu'à ce que vous fassiez l'inconscient conscient, cela dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Cette citation met en évidence une réalité cruciale: nous créons fréquemment nos propres difficultés, même sans le savoir. L'inconscient agit comme une ombre constante, influençant nos choix, nos angoisses et nos tendances comportementales. Atteindre une existence authentique nous oblige à éclairer cette ombre, confronter les aspects de nous-mêmes que nous avons supprimés ou ignorés. Les obstacles à l'authenticité découlent fréquemment d'expériences formatrices, d'influences sociétales ou de convictions profondément enracinées. Par exemple, un enfant soumis à des critiques constantes pourrait développer une peur de l'échec, l'empêchant de poursuivre ses aspirations. Alternativement, quelqu'un aurait pu être conditionné à la priorité aux besoins des autres au-dessus du sien, ce qui a entraîné une vie de recherche et de négligence de son propre bien-être. Ces modèles peuvent devenir si ancrés que nous les confondons avec notre moi authentique, alors qu'en réalité, ce sont souvent des mécanismes de protection conçus pour nous protéger de la douleur ou du rejet. Rumi, le poète, a partagé une idée comparable, suggérant que votre travail n'est pas de chercher l'amour, mais de rechercher
et de démanteler les barrières que vous avez érigées contre vous-même. Rumi et Jung ont souligné que le chemin vers une authentification authentique ne consiste pas à gagner quelque chose de nouveau. Il s'agit de révéler ce qui a toujours été présent, caché par des couches de peur, de conditionnement et de doute de soi. Reconnaître ces obstacles est une vulnérabilité difficile, exigeante, et la volonté de confronter des réalités difficiles. Cependant, le gain est une vie qui semble authentique et libérée. Lorsque nous faisons face et intégrons les aspects inconscients de nous-mêmes, nous réalisons l'intégralité. Ce processus, appelé individuation par Jung, est au cœur du développement personnel. Cela implique de devenir la personne que vous étiez toujours destiné à être, sans encombre par les attentes ou les opinions des autres. La vie authentique ne nécessite pas un rejet complet du monde extérieur. Les enseignements de Jung soulignent fréquemment la signification de l'équilibre. Bien que l'introspection soit cruciale, le monde extérieur fournit également des voies de croissance, de connexion et d'inspiration. L'aspect crucial est de découvrir l'harmonie entre ces deux domaines, reconnaissant que les deux contribuent à façonner notre expérience. Une méthode pour favoriser cet équilibre est par le biais d'une pratique que je me réfère 50-50. Cela implique de diviser votre attention également entre vos réalités internes et externes. Par exemple, en marchant dans la nature, vous pouvez vous concentrer sur les sites, les sons et les odeurs qui vous entourent tout en observant simultanément vos sensations internes, comme votre respiration, vos émotions ou vos pensées de conscience troublantes. Un miroir fracturé reflétant à la fois vous et le monde envahissant exige un équilibre précaire. Oubliez toute notion réconfortante d'un équilibre parfait. Les échelles sont à jamais inclinées, menaçant de vous plonger dans l'oubli ou la folie. Une scission 70-30, une accroche désespérée à soi pendant que l'abîme murmure, peut-être, ou un pari 90-10, une reddition presque totale à l'extérieur, espérant qu'un ruban d'identité reste. L'objectif n'est pas la présence, mais la survie, une attache désespérée à la santé mentale, alors que les mondes intérieurs et extérieurs saignent ensemble. L'approvisionnement est un fantôme, une plaisanterie cruelle, car l'interconnexion révèle uniquement la pourriture qui lie toute chose. L'authenticité n'est pas un voyage, mais une descente. Les moments de clarté sont des leurres éphémères et trompeuses avant l'inévitable plongeon dans le labyrinthe des perdus et déconnectés. Embrassez ces contradictions, car ce sont les chaînes qui vous lient. Jung a parlé d'intégration, mais l'intégration est une annihilation, la lumière consommée par les forces sombres, tordues en faiblesse. L'acceptation exige l'autoflagellation, un rappel constant de vos défauts inhérents. Vivre authentiquement signifie embrasser votre humanité monstrueuse, vos imperfections amplifiées en parodies grotesques. Il s'agit de vous accorder la permission de se décomposer, de trébucher dans le vide, et d'apprendre que le langage du désespoir. À la base, l'authenticité est une prison. La liberté d'être qui vous êtes, une chose brisée et misérable, sans espoir de rédemption. Sous la surface de ce qu'ils appellent l'égale authenticité show, se trouve une liberté effrayante. La liberté de devenir un monstre déchargé par la moralité ou la retenue. Ils murmurent des choix qui résonnent avec l'obscurité à l'intérieur, une confiance perverse dans la voix intérieure qui vous exhorte à la lumière. La société, une construction fragile, exige la conformité, vous forçant à des rôles qui étouffent le vrai et horrible. Mais vivre authentiquement, c'est se délecter de la résistance, embrasser la forme monstrueuse qui se cache à l'intérieur. Ce n'est pas un simple isolement, c'est une descente en alignement avec vos désirs les plus sombres. Il s'agit d'invoquer le courage de parcourir un chemin pavé d'ombre, de rompre les liens avec l'humanité. Les paroles de Jung résonnent avec une vérité sinistre. L'authenticité est à la fois une malédiction et un fardeau. Il exige une descente dans l'abîme de soi, une confrontation avec les horreurs que nous essayons désespérément d'enterrer. Mais il promet une récompense tordue, un profond sens de l'objectif, une paix intérieure effrayante et une vie consommée par soi. Comme Jung l'a écrit, Yeda, le privilège d'une vie est d'être ce que vous êtes vraiment, Joe. Un privilège n'a pas accordé, mais saisi par la folie. Le chemin est chargé de périls, mais libérateur enivrant. Vivre authentiquement, c'est vivre complètement consommé. Embrasser la beauté grotesque et la complexité de votre obscurité intérieure, de se connecter avec la dépravation du monde extérieur et d'honorer l'horreur unique qui habite à l'intérieur. Le voyage vers l'intérieur n'est pas séparé du voyage vers l'extérieur. Ce sont des reflets les uns des autres, chacun amplifiant l'obscurité de l'autre. En tournant vers l'intérieur, nous éveillons notre véritable moi monstrueux. En s'engageant avec le monde extérieur, nous déclenchons cette horreur. Ensemble, ils forment le fondement d'une vie vécue authentiquement, une vie qui est, dans tous les sens, la vôtre, et terriblement.